La présidentielle ont présenté hier leurs propositions généreuses, universalistes, mais comment continuer à financer le système santé de façon solidaire et équitable sans creuser un peu plus la dette? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une campagne qui se grippe, quelques sueurs froides, et voilà le nouveau diagnostic de François Fillon sur le système de santé français. Il n'est pas de question de toucher à l'assurance maladie, et encore moins de la privatiser. Lors d'un grand oral, organisé hier pour les candidats à la présidentielle par la Fédération des mutuelles françaises, François Fillon a abandonné les réformes qui fâchent. Mal à la tête? Oubliez les petits risques pris en charge par les mutuelles et les gros remboursés par l'assurance maladie. Merci, j'ai pas mal à la gorge. Donc il y avait Fillon 1. Fillon 1, je remets en cause la sécurité sociale. Et il y a maintenant Fillon 2, je rembourse à 100%. Docteur Fillon envisage désormais le remboursement intégral par la sécurité sociale des lunettes pour les enfants dès l'an prochain. Puis en 2022, lunettes des adultes, prothèses auditives et dentaires. Des propositions dont Emmanuel Macron revendique la paternité. Parfois on dit que vous n'avez pas de programme, mais on peut le recopier. C'est vrai que c'est une campagne électorale. C'est une campagne, non mais parfois il faut dire les choses. Au-delà des polémiques politiciennes, c'est un vrai casse-tête que le prochain président devra résoudre, car la branche maladie de la sécurité sociale est lourdement déficitaire. Très loin d'être prêt. Bonjour, c'est moi, monsieur Nausée. Et de nombreux Français renoncent à se faire soigner faute d'argent. Alors, en période de faible croissance, la sécurité sociale peut-elle tout rembourser ou faut-il encourager la concurrence des assureurs privés? Va-t-on vers un système où les pauvres seront moins bien soignés que les riches? Alors, professeur Guy Valencien, bonsoir, vous êtes chirurgien spécialiste de la prostate, je dis ça pour les éléments mâles de notre plateau qui seraient intéressés, membre de l'Académie nationale de médecine. Votre dernier essai, Homo artificialisme, plaidoyer pour un humanisme numérique. Humanisme numérique, c'est pas un oxymore? Non, ne répondez pas. C'est paru en janvier aux éditions Michalon. Et selon vous, professeur, notre système de santé est devenu fou par un civisme, chacun se payant sur la bête. Il faut introduire plus de concurrence et d'émulation. À côté de vous, il ne sera peut-être pas tout à fait d'accord. Frédéric Pierru, bonsoir. Vous êtes sociologue spécialiste des politiques de santé et vous êtes le coordinateur du programme santé de Monsieur Mélenchon. C'est ça. Pour vous, les dépassements d'honoraires se banalisent. C'est un cancer, un des cancers qui ronge la solidarité. Il faut revenir à un monopole de la sécurité sociale à 100%. Sera-t-elle d'accord ? Pas sûr non plus. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la Fondation IFRAP. Ça, c'est ce que doit faire le prochain président. Vous l'avez fait paraître il y a un mois aux éditions Albin Michel. On ne sait pas si vous serez écouté et lu. Selon vous, en tout cas, notre système incite les patients à dépenser sans compter. Ce qu'il faut, c'est accompagner plus intelligemment le patient dans son parcours de soins pour mettre fin à tous ces gaspillages. Est-ce qu'ils sont d'accord, nos spectateurs? Ils ont plein d'idées. Oui, et avec un constat, questions. ils ont des constats également comme ici. Ça fait des années qu'on nous culpabilise avec le trou de la Sécu et les dépenses de santé. Mais est-on vraiment plus dépensier que nos voisins? Frédéric Pierru, est-ce que la France dépense trop pour sa santé par rapport à d'autres pays? Alors c'est une idée effectivement reçue qui va avec le trou de la Sécu, c'est-à-dire l'idée que s'il y a un déficit, c'est qu'il y a une surconsommation de médecine en France, de médicaments, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rationaliser les dépenses, mais la réalité c'est que si vous regardez les chiffres de l'OCDE qui viennent de sortir en 2016, en fait la France se situe dans une normalité la plus complète, voire même elle maîtrise plutôt mieux ces dépenses de santé que les pays voisins. Il n'y a pas une anomalie française? Il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas d'exception française en termes de dépenses de santé. Elle est au 6e rang pour les dépenses de santé dans le PIB. Combien de dépenses? 11%, 12% 11%, 11%, un peu plus de 11%, 11,1%. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est 17%. Et en Allemagne? Et en Allemagne, c'est 11%. 11 aussi. D'accord. 11%. Donc on est dans les purs. Tous les pays à peu près du même niveau de développement économique consomment à peu près la même chose, sauf les États-Unis. Alors, et je précise juste que si c'est les dépenses de santé par habitant, nous sommes au 13e rang. Nous sommes au 13e rang de l'OCDE. Donc il n'y a pas d'exception française. Néanmoins, Agnès Verdier-Molinier, elles augmentent de manière exponentielle, inéluctable, parce que, pourquoi? La population vieillit, les gens sont mieux soignés, donc vivent plus longtemps. Pourquoi ça augmente? Parce qu'on n'a pas de rationalisation dans le système. On a un système qui a été créé après-guerre avec l'assurance maladie obligatoire. On a rajouté les complémentaires santé. Et en fait, on est dans un système qui... finalement, nous coûte très cher en coût de gestion déjà. Parce que tout le monde est un peu payeur aveugle. La CNAM, la Caisse nationale d'assurance
l'assurance maladie, qui n'a pas vraiment envie d'ouvrir ses données de santé, qui n'a pas envie de réorganiser, de se poser la question si on ne pourrait pas dépenser moins ou avoir moins de radio sur certaines pathologies ou avoir un parcours de soins meilleur. Et puis de l'autre côté, les complémentaires qui sont devenus obligatoires et qui sont aussi payeurs aveugles parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles remboursent. Quand vous avez... Non, ne développons pas on va développer ça tout à l'heure. On a bien compris. Sur l'offre, professeur Guy Valencien, pourquoi ça augmente? Quelles sont l'évolution des pathologies qui fait qu'on dépense plus? Est-ce que la santé, c'est pas une high-tech et donc il est normal de dépenser plus? Je voudrais qu'on reste sur le volet dépenses. On verra le volet couverture après. Vous savez que la santé est un état précaire qui ne présage rien de bon, déjà. Hein. Première chose. C'est de vous? Non, c'est de Knock, je crois. Ce qui est vrai. Merci, Louis Jouvet. Donc, comme nous vivons plus longtemps, fatalement, nous voyons des pathologies qui sont plus longues et qui sont parfois plus sévères qu'avant, en plus. Deuxièmement, nous avons un système qui est, et je rejoins ce qui a été dit, qui est extrêmement dépensier en sens de gabegie. Nous claquons du fric pour rien. Nous avons 6 milliards d'examens. Nous avons 6 milliards de dépenses d'examens biologiques, 6 milliards de dépenses d'examens radiologiques, privés comme publics, hein, les deux. Et 4 milliards de transport. Quand vous regardez, l'OCDE nous indique qu'il y a à peu près entre 20 et 25% de dépenses inutiles. Ça ne veut pas dire que l'examen est normal, il est inutile. Faites le calcul, vous avez 4 ou 5 milliards déjà. Alors, je ne fais pas du yaka faucon, mais nous dépensons tous comme ça parce que ce n'est pas notre argent. Moi, je croyais que c'était parce que les cancers devenaient des maladies chroniques et donc il fallait les soigner tous, qu'on soignait tous le cholestérol, qu'on avait tous notre prostate et que donc c'était normal qu'on dépense plus. Il y a ça, mais nous pouvons nous payer les traitements les plus onéreux, les plus innovants, nous pouvons nous payer si nous rationalisons ce qui a été dit avant. D'accord. Alors, rationaliser, on a compris, c'est important. Maintenant, il y a un chiffre qui nous arrête. 37% de Français n'ont pas recours aux soins. Ah ben voilà, c'est le chiffre du jour. Vous m'avez piqué mon chiffre, c'était 37. Il m'interpelle. Donc 37%, c'est le nombre de Français qui ont renoncé à un soin à cause de l'argent. Alors honnêtement, on ne comprend pas beaucoup parce qu'il y a la sécurité sociale et la mutuelle obligatoire. Alors pourquoi faut-il encore payer, Frédéric Pierrot? Le reste à charge a eu tendance à augmenter ces dernières années. Alors, il y a différentes façons de le calculer. Alors la façon actuelle... Ne soyez pas jargonnant. Non, je ne vais pas te dire. C'est ce qu'on paye, quoi. En gros, c'est ce qu'on paye de notre poche une fois qu'est passée la sécurité sociale, mais aussi les mutuelles. En fait, la réalité, c'est que le reste à charge, c'est ce qui reste à la charge des assurés et de leur mutuelle une fois que la sécurité sociale est passée. C'est-à-dire, il y a des choses... Alors, effectivement, le reste à charge, ce que les malades sortent de leur poche pour se faire soigner, a eu tendance à augmenter, notamment à cause de l'instauration de franchises non remboursables, de forfaits hospitaliers qui ont augmenté aussi, etc. Mais aussi beaucoup des dépassements d'honoraires. Voilà. C'est-à-dire qu'on a assisté à une banalisation des pratiques de dépassement d'honoraires. Combien de pourcents les Français payent de leur santé qui ne soit découvert ni par l'assurance maladie, ni par la mutuelle? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, oui, on a des chiffres. C'est à peu près 250 à 270 € pour un Français, mais c'est beaucoup plus élevé pour un Allemand. C'est plus de 400 € pour un Allemand. Donc, on est en train de dire il y a un reste à charge qui augmente, alors qu'en réalité, on a un reste à charge en France qui est bien inférieur à celui des autres pays comparables. Mais qui cause des renoncements aux soins quand même. Non, mais les renoncements aux soins, il faut regarder dans le détail ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Allons-y. C'est quoi? C'est du dentaire et de l'optique. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'optique ou de l'ophtalmique. C'est pas la même chose. C'est les lunettes. C'est les lunettes uniquement. C'est pas les gens qui n'ont pas les moyens d'aller faire des... Quand vous regardez en détail les études de l'adresse sur ce sujet, vous voyez que le renoncement aux soins sur le reste, c'est quoi? C'est du 5%. Et aujourd'hui, on a quoi? On a la CMU complémentaire. On a quand même une couverture qui est très, très, très bien faite. Donc, professeur Valencien, en fait, si on enlève les dents et les lunettes, on est soigné tout le temps en France. Non, mais culpabiliser les Français en disant qu'il y aurait énormément de renoncement aux soins, je crois que c'est un peu exagéré. Frédéric Pierru, juste une seconde sur ça. Vous êtes d'accord avec votre voisine? Oui, alors je suis d'accord que... Tout le monde est soigné. Je note d'ailleurs que les renoncements aux soins se font sur les secteurs ou les segments du marché de l'offre de soins où les mutuelles, enfin les complémentaires santé sont hégémoniques ou quasiment hégémoniques. C'est-à-dire que... Le serpent qui se mord la queue. À partir du moment où on ne rembourse pas, c'est normal que les mutuelles soient hégémoniques. Non, mais il y a un phénomène inflationniste. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une course-poursuite, c'est-à-dire que les complémentaires santé se font concurrence pour couvrir les dépassements d'honoraires. Donc votre médecin vous dit, combien vous rembourse votre mutuelle, et il fixe leurs honoraires en conséquence. Et donc, vous avez une espèce de spirale inflationniste qui a poussé à la hausse ce reste à charge. Alors, on parlait des soins dentaires. Nadia?
Oui, il y a une statistique qui est assez édifiante, c'est qu'un Français sur 5 renonce aux soins dentaires. C'est quand même 2 fois plus que la moyenne européenne. Alors pourquoi on a ce chiffre? La Cour des comptes a listé plusieurs raisons. D'abord, on en parlait, les frais élevés qui restent à la charge du patient, notamment s'il n'a pas de mutuelle haut de gamme. Et effectivement, les chirurgiens dentistes qui pratiquent de plus en plus de dépassements d'honoraires, notamment pour les prothèses et pour l'orthodontie. Et puis également, il y a de grandes inégalités territoriales. Par exemple, si vous voulez vous faire poser une couronne, ça vous coûtera entre 327 et 686 € si vous habitez en province, mais jusqu'à 1090 € si vous habitez Paris. Et il y a de plus en plus de conséquences à ça, évidemment. Donc des gens qui ne vont pas chez le dentiste ou des Français qui sont de plus en plus nombreux à aller se faire soigner en Hongrie. Ça devient la première destination du tourisme dentaire pour une raison assez simple, c'est 65% moins cher qu'en France. Ou alors ceux qui vont se diriger vers des centres dentaires low cost. Donc déjà, la qualité des soins est assez discutable quand ce ne sont pas tout simplement de gigantesques arnaques. Il y a des gens qui ont payé d'avance, qui se sont littéralement fait édenter et le cabinet dentaire a fermé la porte. Et donc la semaine dernière, la sécurité sociale, les mutuelles et les dentistes se sont tous mis autour de la table pour trouver une solution et ils n'ont pas trouvé de solution précisément. Mais pourquoi tout simplement? Et pourquoi? Et que doivent-ils faire? Mais parce qu'on a un système où il y a à la fois l'assurance maladie obligatoire et la complémentaire. On dépense 14 milliards d'euros par an rien qu'en coûts de gestion parce qu'on a ce système à double étage. Si on avait un système avec un remboursement au premier euro, avec un choix dans l'assureur, vous pouvez choisir entre une caisse publique, la caisse de Gironde, la caisse de Paris, l'assureur, la mutuelle. Là, vous obligez à avoir des coûts de gestion beaucoup plus faibles. Vous économisez de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros. 4 à 5 milliards d'euros, c'est quoi? C'est l'équivalent du remboursement du dentaire et de l'optique. Donc, on a finalement des dépenses administratives de gestion. Et ça suffirait à faire en sorte que tout le monde puisse se soigner. Mais alors après, il y a plein d'autres efficiences dans le système. Il y a l'autonomie des hôpitaux, il y a la question du temps de travail, la question de l'absentéisme à l'hôpital. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut économiser. Le transport sanitaire, c'est 3 milliards d'euros par an. Il y a une économie potentielle de mais oui, 4. On peut, si on se cale sur les Allemands, on peut économiser peut-être 1 milliard d'euros par an. Professeur Valencien, c'est autant de choses qu'on peut consacrer. Je voulais juste revenir avec vous sur une chose, sur ce fameux dépassement d'honoraires. Comment vous expliquez cette généralisation du dépassement d'honoraires? Je peux vous dire, moi je suis très libre puisque je suis, puisque je suis retraité, mais j'étais médecin salarié de mon hôpital et donc je peux en parler très librement. Je trouve le mot n'est pas le bon. Le mot dépassement n'est pas le bon. Mais bien sûr, dépassement, c'est ligne jaune. Vous avez dépassé la ligne jaune, vous allez être condamné. Non. Il est normal que des médecins puissent demander les honoraires. Ils sont dans un système libéral qui est asymétrique, c'est vrai, on y reviendra. Mais il paraît, excusez-moi, que les dépassements d'honoraires, c'est à la tête du client. Est-ce que ça veut dire quoi? C'est le principe du dépassement d'honoraires. Non, si vous dites mon acte vaut 120 et non pas 60 comme le rembourse la Sécu, pourquoi vous facturez pas 120 à tous vos patients pareil le Non, parce que chez ceux que je connais, ils sont quand même très nombreux. Il y en a qui ne font absolument pas payer le moindre dépassement, comme vous le dites, d'honoraires, hein, le moindre complément d'honoraires. Ils prennent au premier euro. Donc c'est en fonction d'eux. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus riches et qui vont payer plus. Alors le problème, c'est qu'il peut y avoir des dépassements. Des dépassements le tact et la mesure, et vous avez certains qui trichent et qui pénalisent tout le monde. Mais sur le fond, c'est plutôt, je dirais à l'inverse, c'est que le remboursement n'est pas à la hauteur de la prestation. Mais si on parle des dépassements d'honoraires, il faut parler aussi de l'activité privée à l'hôpital, qui est à l'intérieur de l'hôpital, public, qui est permise. Pourquoi? Parce que nos médecins des hôpitaux ne sont pas assez bien payés aujourd'hui. Et par rapport à leur valeur sur le marché international. Et qu'est-ce qui se passe? Nos meilleurs médecins partent à l'étranger, partent à Boston, partent à Dallas, partent opérer ailleurs. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a un système de soins qui, à terme, risque de baisser en qualité. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on refuse d'évaluer, de payer... Donner quelques chiffres, non, mais de payer à la qualité du travail. Parce que je vois bien l'option très libérale de Mme Verdier-Molinier, je la comprends. Hein, elle est cohérente, c'est le marché, donc il faut payer, parce qu'il y a de la concurrence internationale, il risque d'avoir de l'évasion des blouses blanches, etc. La qualité des soins. S'il vous plaît, je veux rappeler quand même le salaire médian est à peu près de 1 500, 1 600 € net. Le salaire d'un médecin généraliste, alors on peut juger que c'est pas assez, c'est 7 000 € net. D'un médecin spécialiste, c'est 10 000 € et d'un médecin des hôpitaux PUPH, c'est 12 000 €. Vous corroborez ce chiffre? 12 000 €. Donc on n'est quand même pas sur des salaires indécent, je veux dire, au regard du reste de la population. Donc après, effectivement, c'est un choix, c'est-à-dire est-ce qu'on favorise une inflation des revenus des professionnels de santé parce qu'il y a une concurrence internationale ou pas? Ça, c'est un vrai choix de valeur. Bon, alors,
c'est très bien d'avoir posé ça. Arnaud, fait-on écouter un des candidats qui s'est exprimé hier, comme Jean-Luc Mélenchon? C'est pas celui qui avait lancé le débat. On se rappelle François Fillon qui a mis la santé au sujet de la présidentielle avec sa proposition interprétée par ses porte-parole de rembourser les gros rhumes, mais pas les petits. Mais il est revenu sur ça. Il est revenu sur ça, il a corrigé. Et Emmanuel Macron, lui, s'est engouffré dans la brèche hier en exposant une vision opposée. On regarde Emmanuel Macron. Dérembourser des soins, qu'ils soient petits ou gros, n'a pas de sens. Aucun soin utile ne doit être déremboursé, ne sera déremboursé dans le quinquennat. Pourquoi? Parce que d'abord, personne ne sait de manière pertinente les distinguer, et ensuite, un petit soin ou une petite pathologie a tôt fait de devenir une grosse pathologie, et c'est complètement contraire à l'objectif de prévention que je viens d'indiquer. Alors, Guy Valencien, les déremboursements, ça existe depuis une éternité. Quel effet ça a eu? Emmanuel Macron semble dire qu'il n'y a pas de déremboursement. Il y en a plein. Non, ce que je pense, c'est que si vous voulez, autant parler de petits risques et de gros risques était absurde, parce que quand je touche, ça peut être tout et n'importe quoi, autant il m'apparaît logique qu'il y ait un socle de solidarité, la Sécu, qui vienne en second lieu, après que les mutuelles aient pris au premier euro et sans sélection de personnes, une partie, les premières dizaines, cinquantaines ou centaines d'euros. Et ça, selon le revenu. Si vous gagnez plus, vous aurez, disons, une franchise de la mutuelle. Une franchise. Donc vous adhérez à la première thèse de François Fillon, en fait. Je ne sais pas si c'est la thèse de François Fillon. Je dis simplement qu'il y a un système qui est assez vertueux et qui se comprend. Quand vous n'avez pas de moyens, vous êtes au SMIC, vous ne payez rien. C'est ému, bien sûr. Et dès que vous commencez à monter à 1 500 euros, vous allez peut-être payer 50 euros. Puis à 3 000 euros, vous payez 100, 200, 300 euros jusqu'à un plafond à partir duquel la sécurité sociale s'engage pour tout, à 100%. Alors, à contrario, Frédéric Pierru, vous êtes pour 100% de sécurité sociale. Effectivement. Moi, enfin, vous qui représentez Jean-Luc Mélenchon. Moi aussi, je suis sur une option, effectivement, de dire qu'un payeur dual, c'est-à-dire que quand vous allez voir votre médecin généraliste, vous avez l'intervention de la Sécu et l'intervention d'une complémentaire santé. C'est-à-dire vous avez deux coûts de gestion, ce que disait Madame Verdier-Molinier, c'est-à-dire en gros 7 milliards plus 7 milliards, ça faisait 14 milliards. Bon, je rappelle que dans les coûts de gestion des complémentaires santé, il y a surtout des coûts marketing. Faut pas l'oublier, c'est-à-dire que le marché génère des surcoûts, des coûts marketing. Donc effectivement, on se dit, il faut un seul payeur pour ce que la collectivité, qui rembourse à 100% ce que la collectivité juge indispensable et pertinent sur le plan médical, et après des assurances supplémentaires, si vous voulez un écran plasma dans votre chambre d'hôpital, etc. Voilà, donc c'est une mise en cohérence, et d'ailleurs finalement, tout le monde plaide un peu pour ça. Madame Verdier-Molinier plaide pour une réunification du côté du marché. Je ne vois pas comment elle supprime les coûts de marketing, par exemple, parce que la concurrence induit des coûts de marketing. Et puis, la Sécu, je vais vous répondre là-dessus, puisque à la fois aux Pays-Bas, à la fois en Suisse, à la fois en Allemagne, c'est le choix qui a été fait d'avoir de la concurrence, d'avoir la possibilité... Mais ils sont plus coûteux, ces systèmes. Mais non, justement, les Suisses, ils vont arriver à 4% de coûts de gestion. Pourquoi? Parce qu'ils les ont encadrés, parce qu'ils ont négocié avec les assureurs, et même les Suisses ont choisi ça par votation. Donc on a posé la question à la population. Ce serait bien d'ailleurs que les Français, parfois, puissent répondre directement sur ce genre de questions. On a vu le tollé. Excusez-moi, madame. On a vu le tollé hallucinant quand François Fillon a fait sa proposition. Un tollé qui est peut-être pas représentatif de ce que pensent les Français. Ils seraient peut-être très contents de pouvoir choisir leur assureur, d'avoir un conseil. Parce qu'aujourd'hui... Vous le pensez sérieusement? Oui, je pense sérieusement. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes malade, quand vous avez une difficulté, un problème de hanche, un problème de genou, que vous voulez vous faire opérer, est-ce que vous savez vraiment où aller dans le système? Vous dites, on risque d'avoir un système à deux vitesses. On n'a pas déjà un système à deux vitesses sur l'information pour savoir où est-ce qu'il faut se faire soigner? Vous croyez vraiment que tout le monde est égal sur la question de l'information? Est-ce que la CNAM nous donne les informations? Non, elle ne nous donne pas du tout accès à l'information sur où est-ce qu'on se fait bien soigner, quel est le meilleur service. Est-ce qu'il y a un classement des hôpitaux en France officiel? Non, il n'y en a pas. Le professeur Valencier va répondre tout à l'heure, mais d'abord, un zoom sur un pays dans lequel le système est radicalement différent. Privatisation toute, en tout cas depuis que Donald Trump a nommé pour ministre de la Santé Tom Price. Son portrait par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si Trump a promis d'abroger la loi Obama sur les soins abordables, le nouveau ministre américain de la Santé en a fait une obsession. Alors, faut-il allonger Tom Price? Le 10 février, l'ex-député républicain de l'État de Géorgie, Tom Price, a été confirmé secrétaire à la santé par le Sénat. Price, chirurgien orthopédique, membre du Tea Party, honnie plus que tout l'intervention de l'État dans la chose médicale. Obamacare, tiens-toi bien.
Tommy a passé sa vie politique à s'opposer à l'assurance maladie. Euthanasie Obamacare amputerait la couverture santé des plus malades, pauvres et vieux. 14 millions d'Américains, dont 5 millions d'électeurs trumpistes, condamnés à retourner au Moyen-Âge médical. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que votre mutuelle prend en charge l'amputation, donc ça ne vous coûtera évidemment pas $1. En revanche, les produits anesthésiants ne sont pas couverts, donc je ne vous cache pas que ça risque de piquer un petit peu, hein. Justement, Tomboy est un croisé de la droite la plus torve. Oxyseur d'avortement, de contraception, de droits homosexuels. L'ex-directeur de clinique fait aussi partie d'un club de toubib, persuadé qu'Obama a gagné l'élection de 2008 en hypnotisant les électeurs. Moi, ce que j'aime, c'est le réchauffement climatique et la peine de mort et les chrétiens. Non, j'aime la justice, la solidarité et surtout les Mexicains. Mais c'est en pleine conscience que 6 jours après avoir acheté des actions d'un fabricant de prothèses, Price a fait voter une loi directement favorable à cet industriel. Ou qu'il s'est offert des titres de labo après s'être opposé à un projet en leur défaveur. Une crapulologie aiguë entièrement prise en charge par Trump. Arnaud, le Parmentier. On le voit bien, entre les États-Unis et l'Europe, ces deux systèmes radicalement opposés. Professeur Guy Valencien, est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à accepter une évolution ou est-ce qu'ils sont viscéralement attachés à un système collectif? Mais attendez, le système collectif est bon. C'est très bien de pouvoir cotiser quand on est bien portant pour soigner les malades. Vous savez que c'est 5% des malades qui dépensent 50%. De la masse. C'est très peu qui dépensent. Surtout quand on va mourir, dans sa dernière année. Surtout le dernier jour de sa vie. Surtout le dernier jour de sa vie, c'est le plus cher. Honnêtement, économiquement, c'est le plus cher. Donc, faut le supprimer. Non, mais qu'on dise que les Français... Voilà, supprimons... Voilà, on va vers la mentalité. Les jours de sa vie. On devient transhumaniste. Et on rejoint le bouquin. Non, mais si vous voulez, on voit bien... Bien sûr que nous sommes attachés. Et alors, c'est pas parce qu'on est attachés qu'il ne faut pas bouger le système. Regardez le NHS anglais, qui est vraiment l'institution auquel il croit. Aux Jeux Olympiques, les infirmières étaient dans la cérémonie d'ouverture. C'était la sacralisation du NHS. C'est une réputation atroce en France. Mais regardez le scandale qui a eu lieu à l'hôpital de Stafford. 1000 morts de maltraitance, de fautes médicales inimaginables. Ce système anglais est complètement HS. Le NHS est HS. Et les Anglais reviennent chez nous. Donc il ne faut pas aller à ça. Je répète que je suis pour ceux qui pensent qu'il faut avoir, non pas un système avec des complémentaires, mais un système assurantiel qui prend les premières parties et quand ça devient plus cher, toc. Comment fait-on pour que les plus vulnérables, les plus pauvres, soient aussi bien soignés que les autres? Mais eux, c'est gratuit. Et effectivement, et là, c'est totalement gratuit. Il n'y a aucune discussion. Et les médecins doivent les prendre. Frédéric Pierrus. Oui, ce qui m'inquiète, moi, dans l'évolution d'un système, et j'en ai parlé avec Guy Valencien, d'un système qui se déclenche, public, qui se déclenche à partir du moment où vous avez passé un certain niveau de gravité, c'est que les jeunes actifs bien portants, quand ils vont chez le médecin, avec leurs enfants, en fait, ils vont jamais rembourser par la sécurité sociale. Et donc, ils vont se désolidariser progressivement d'un système de sécurité sociale dont ils ne profitent plus. Et l'un des piliers de 45, c'était, et Pierre Larocque et Ambroise Croizat en étaient très conscients, c'était l'universalité. Parce que c'est ça qui assurait la solidité politique. Donc si tout le monde n'est pas sur à la même enseigne, à la fin, les plus riches désertent. C'est-à-dire que... Intellectuellement, je ne serais pas loin d'adhérer au bouclier sanitaire tel que Guy Valencien le présente. Mais c'est politiquement que ça m'inquiète, dans un climat de ras-le-bol fiscal, de critique de la dépense publique. Je pense que ça va fragiliser politiquement la légitimité de la sécurité sociale. Agnès Verdier-Molinier. Le sujet, c'est de recentrer la dépense de santé sur le soin, avant tout, et non pas sur la dépense de gestion, de fonctionnement. Et ça, c'est cette nouvelle organisation qu'il faut inventer, avec une réforme structurelle. Ce que je crains, c'est qu'avec le débat dans la présidentielle actuelle, finalement, on a vu tous les candidats hier, il n'y en a aucun qui propose une véritable réforme structurelle qui soit capable d'économiser et de redispatcher la dépense sur des vrais soins. Présentez-vous. Et la question... J'ai plus qu'un mot, présentez-vous, Agnès Verdier-Molinier. Parce qu'il n'y en a pas un seul. En non, mais dans mon livre, je fais des propositions bien sûr. pour le prochain gouvernement. C'est le programme. Emmanuel Macron recherche des femmes. Et j'espère que sort de ce corps. Et j'espère que ce sera entendu. Merci à tous les trois pour votre clairvoyance et on a un peu mieux compris.